Aujourd'hui, et très brutalement, nous vivons dans un monde qui est intégré, qui est global, qui est de plus en plus constitué par une multiplicité d'acteurs, et pas seulement des États, pas seulement des diplomates, pas seulement des soldats, des acteurs économiques, des acteurs sociaux, et qui ne fonctionne plus selon les règles de la compétition, mais selon les règles de l'interdépendance. Ce qui change non seulement les grandes négociations internationales, non seulement les fondements de la conflictualité mondiale, mais même nos habitudes quotidiennes. C'est-à-dire que le travail, la consommation, les loisirs, le problème du chômage, le problème des échanges, des prix de consommation tous les jours, n'ont plus du tout aujourd'hui le même sens qu'autrefois. Nous avons du mal à le comprendre et des tensions viennent se révéler. Quand les tensions sont trop fortes, elles s'expriment dans l'intolérance, dans l'exclusion, dans le refus du dialogue. Et c'est un petit peu, je crois, ce qui fait la rigueur douloureuse de notre quotidien sur le plan politique, sur le plan économique, social, ce qui donne aussi naissance à des formes nouvelles de violence. D'abord, première remarque très importante, partout dans le monde, c'est-à-dire dans les démocraties bien installées comme dans les États qui viennent d'accéder à l'indépendance, il y a une crise du politique. Le politique est rejeté partout. Le politique est de moins en moins crédible et de plus en plus éloigné de la société. Et finalement, quand les Égyptiens manifestent place Tahrir contre la dictature de Hosni Moubarak ou de l'armée égyptienne, ils ne sont pas tellement loin des Espagnols qui, à Madrid, manifestent devant la Porta del Sol au nom, justement, de cette incompréhension du politique. Et quand on ne croit plus au politique, on vit des replis communautaires, on pratique des formes d'exclusion, d'interdits, monte la xénophobie, le racisme contre les populations migrantes, contre les populations d'une autre confession religieuse que la sienne. Donc tout ceci est l'expression détonnante d'un rejet du politique et en même temps une forme d'invention d'un nouveau politique, c'est-à-dire d'un politique qui n'est plus figé sur le quotidien de la vie politique nationale, mais qui s'inscrit dans cette mondialisation, sur cette recherche d'une nouvelle façon de penser la solidarité. La solidarité prend un nouveau sens aujourd'hui. Donc on est à la recherche, mais on ne l'a pas encore trouvé, d'une solution alternative, d'un substitut à une politique défunte. L'Amérique latine a profondément changé. L'Amérique latine est sortie de la doctrine Monroe. L'Amérique latine vit sa propre histoire et son propre destin de plus en plus indépendamment de l'Amérique du Nord et de plus en plus dans une mondialisation, dans une globalité où elle est amenée à rencontrer plus souvent l'Europe que ce n'était le cas autrefois, mais à rencontrer aussi l'Asie, rencontrer la Chine, rencontrer l'Afrique et toutes les régions du monde. Donc effectivement, pour répondre à votre question, il faut déjà se demander comment l'Amérique latine va se situer dans cette nouvelle mondialisation. Plus que n'importe quelle autre région du monde, l'Amérique latine est au centre de ces mutations. Alors, elle a effectivement un avantage extraordinaire, c'est que non seulement les économies latino-américaines sont des économies d'exportation, mais sont des économies d'exportation dans des secteurs tout à fait vitaux, notamment le secteur alimentaire. Le secteur alimentaire est probablement celui dont l'Europe, même très en crise, se passera le moins. On peut se passer de technologies de pointe, on peut peut-être se passer des progrès d'une informatique sophistiquée ou de quantité de formes d'innovation industrielle, on pourra jamais se passer d'alimentation. Donc la carte latino-américaine dans ce grand marché agroalimentaire mondial est une carte forte. Si maintenant le ralentissement de l'économie en Europe vient à se confirmer, bien sûr que l'Amérique latine
en subira les conséquences, même si ces conséquences seront moins douloureuses que pour d'autres pays du monde porteurs d'autres formes d'exportation. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, si on veut que notre monde soit bien gouverné en paix, il faut apprendre l'inclusion. C'est-à-dire la seule vraie diplomatie qui vaille est une diplomatie d'inclusion. Et donc, une bonne diplomatie n'est pas une diplomatie qui veut à tout prix rejoindre les rangs de l'oligarchie, c'est une diplomatie qui sait intégrer tout le monde. Alors, les émergents ont une carte intéressante parce qu'ils sont à un carrefour. Ils peuvent choisir entre deux options. La première option, c'est de dire on est émergent, on a gagné, donc on va rejoindre le club des riches et des forts et on laisse les autres dehors. C'est une mauvaise politique. L'autre politique, qui est beaucoup plus, à mon avis, intéressante et gratifiante, c'est de dire nous sommes des émergents, donc nous pouvons faire la passerelle entre ceux qui avaient le pouvoir hier et ceux qui sont à la source de toutes les incertitudes aujourd'hui, c'est-à-dire les pays pauvres du Sud. Si les émergents arrivent à se présenter comme des médiateurs entre un Sud pauvre et faible et un Nord développé et puissant, eh bien je crois que les diplomaties émergentes auront pour elles l'atout gagnant.